donc la proposition choc de Gérald Darmanin hier soir sur notre antenne. Est-ce bien réaliste? Et puis, toujours sur LCI, autre déclaration. Gérald Darmanin, toujours, veut réimposer des visas pour les dirigeants algériens. Mesure de rétorsion dans le bras de fer qui oppose Paris à Alger. Entre les deux pays, atteignons-nous un point de non-retour? LCI vous répond, c'est à 10h30. La question du jour, retraite, faut-il suspendre la réforme? Vous avez accès à votre QR code, vous le scannez, vous le flashez, vous posez vos questions. Nous y répondons bien sûr. Quel mot va-t-il choisir, François Bayrou? Abrogation, gel, suspension sur le fil pour tenter d'obtenir la mansuétude de la gauche et s'éviter la censure. Tic-tac, réponse donnée dans un tout petit peu plus de 24 heures lors de sa déclaration de politique générale. Pour en parler, je salue nos invités sur ce plateau. Bonjour Marion Van Rottergem, ravie de vous retrouver. Bonjour. Vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express. Bonjour Tristan Banou, ravie également, écrivaine et journaliste franc-tireur. Bonjour à vous Dominique Seux, ravie également. Dominique Seux, éditorialiste et chroniqueur aux Échos à France Inter. Le temps de l'info, c'est parti. Nous allons prendre d'abord une prison française, on va la vider des personnes qui y sont, et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolée, totalement sécurisée, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés. Est-ce qu'on sait déjà quelle prison vous l'avez choisie? J'ai deux prisons dans la tête, si j'ose dire. J'ai commencé à en visiter sans journaliste d'ailleurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour cet été, et je n'ai pas besoin de loi pour ça, j'ai besoin de la volonté, on va en avoir un petit peu d'argent et j'en aurai. On va mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, les mettre dans une prison et montrer que quand on est en prison et quand on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. Voilà pour l'annonce choc. Grenoble en mai 2022. Prison de Grasse en mai 2023, prison de Nancy en octobre 2024, prison de Villepinte en novembre dernier. Oui, les cas de ces narcotrafiquants qui continuent à piloter leur trafic de drogue même après leur incarcération sont assez nombreux. Bonjour Joachim Perrault et merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes maire d'Alençon et vous êtes ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis. Vous êtes donc très bon connaisseur du dossier des quartiers de haute sécurité. Soyons directs, cette solution s'est frappée fort et efficacement pour en finir avec les détenus qui mènent leur trafic depuis leur cellule? Je pense que l'objectif est louable. Je crois qu'il faut déclarer la guerre aux narcotrafiquants. Et si nous ne voulons pas que les détentions soient aux mains de ces narcotrafiquants, il faut les écarter des détentions ordinaires. Donc moi, je suis favorable à ce que ces détenus soient affectés dans des quartiers de haute sécurité. Nous avons en France actuellement 2 maisons centrales qui pourraient en accueillir quelques-uns. Je pense à celle d'Alençon-Condé-sur-Sarthe et celle également qui se trouve près de Lens. Ça me paraît indispensable. Alors vider une prison, alors il faudra trouver effectivement d'autres prisons pour accueillir les détenus qui vont quitter cette prison, mais je pense que c'est une bonne expérimentation parce qu'il est temps d'écarter ces détenus qui ont beaucoup d'influence sur des détenus les plus faibles. Il y a une contagion qui se développe dans les prisons françaises et moi j'avais proposé des mesures pour écarter par exemple les détenus terroristes et on pourrait prendre les mêmes mesures qui avaient été prises à l'époque par l'ancien garde des Sceaux, M. Urvaz. Donc oui, il faut absolument écarter et il y a 2 possibilités, les quartiers d'isolement, les maisons centrales et pourquoi pas créer une maison d'arrêt dédiée aux narcotrafiquants, ou du moins ceux qui organisent des trafics dans la prison. Et je rappelle quand même qu'en France, vous avez 20 000 détenus qui consomment d'une manière régulière de la drogue. 20 000 détenus, c'est un chiffre considérable. Donc il faut déclarer la guerre à cela, bien évidemment. On reste ensemble, mais bien sûr, et ça ne vous étonnera pas, les syndicats ne sont pas forcément aussi optimistes que vous, positifs en tout cas. On va écouter UFAP UNSA Justice qui ne comprend pas très bien comment on va faire avec ces détenus qu'on enlève d'une prison pour les mettre dans une autre. Regardez. On ne peut pas mélanger des prévenus, des condamnés, des multirécidivistes. C'est compliqué. Si on veut que la prison, ça soit un temps utile à l'incarcération, il faut faire un tri et il faut spécialiser justement nos établissements pour permettre d'éviter de mélanger tout ça. On va écouter le bon extrait maintenant, regardez. Si je comprends ce qu'il dit dans son projet, c'est qu'il va prendre une prison qui existe déjà. Le problème, c'est où on va mettre les détenus qui étaient dans cette prison. Parce que là, forcément, on a aujourd'hui quasiment 81 000 détenus hébergés dans nos prisons pour 62 000 places. C'est un petit peu compliqué quand même. Alors du coup, que répondez-vous à ces syndicats qui, eux, sont franchement sceptiques? On a déjà entendu un début de réponse de votre part. Vous dites en gros, dans ma ville, déjà à Alençon, nous on a la place, c'est ça? Je suis d'accord avec le syndicaliste. Effectivement, vider une prison, ça complique parce que nous avons une surpopulation pénale.
vous avez 80 000 détenus, il manque 18 000 places, donc ça va être compliqué. Moi, je propose plutôt de les affecter dans les quartiers isolement qui existent, dans les maisons centrales où nous avons des quartiers quand même sécurisés et dans les 2 maisons centrales que je viens de citer. Si effectivement on va aller plus loin, on pourrait effectivement imaginer une construction d'une nouvelle maison centrale de sécurité ou une maison d'arrêt plus sécuritaire. Mais effectivement, vider une prison dans laquelle vous avez des détenus, c'est compliqué parce que nous sommes en surpopulation pénale. Donc ça demandera un peu de temps. Dans les mesures d'urgence, je pense qu'on a des outils actuels, quartiers d'isolement, les 2 maisons centrales que je viens de citer, et puis on peut créer effectivement dans les grosses maisons d'arrêt des quartiers plus sécurité comme on l'a déjà fait à Fleury-Mérogis ou à Fresnes, par exemple. Pour continuer de comprendre pour nos téléspectateurs, il y a donc un point qui est très parlant, c'est les saisies de téléphone. C'est un phénomène qui explose, les téléphones en prison. Les saisies sont en hausse constante depuis 10 ans dans les prisons françaises. Plus de 40 000 saisies en 2024, c'est ce que disait Gérald Darmanin à début du mois. Et il y a eu cette affaire, c'était début janvier, une impressionnante et surprenante saisie à la prison de Fresnes, que vous connaissez par cœur. 45 téléphones portables, 1 kilo de cannabis retrouvés dans des cartons de fromage râpé. De fromage râpé destiné à la cantine des détenus. Comment un tel trafic a-t-il pu se produire dans cette 2e prison, le 2e établissement pénitentiaire le plus grand de France? Extrait d'un reportage de François-Xavier Ménage et Alexandre Aguier sur TF1 il y a quelques jours. 50 000 € de marchandises livrées sans être repérées auparavant dans l'enceinte même de la prison de Fresnes. Sur cette photo, on voit les palettes transportées par camion. Puis dans ce carton, sous les sachets de fromage râpé, des pochons contenant des iPhones et de la résine de cannabis. L'opération paraît très bien rodée. Pour chaque pochon, l'équivalent d'un numéro de commande avec un chiffre et une lettre. Une société extérieure passe en camion via la porte dédiée au véhicule. Un contrôle sommaire est effectué. Les cartons sont censés contenir des produits frais. À l'intérieur, au total, 45 iPhones, une grande quantité de cartes SIM, des écouteurs, mais aussi 1 kilo de cannabis ainsi que des cigarettes. Habituellement, le déballage des denrées s'effectue dans cette prison en présence conjointe de surveillants et de détenus, mais exceptionnellement ce jour-là, aucun détenu n'est appelé en renfort. Les gardiens sont donc seuls lors de la découverte. Les questions sont donc nombreuses. Le livreur était-il au courant? Quel complice à l'intérieur de la prison? Et depuis combien de temps ces malversations avaient-elles lieu? Non, les choses à la base, très simplement, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et sujet sensible, y a-t-il un problème de corruption aussi, de gardiens dans les prisons? Mais bien sûr, ça arrive parfois, malheureusement, quand j'étais directeur de Fresnes, j'ai dû effectivement faire des enquêtes sur certaines corruptions et on a dû suspendre quelques agents. Oui, ça arrive malheureusement. On l'a vu également dans certaines évasions des personnels qui avaient été effectivement corrompus. Donc c'est une question de fond. Il y a la deuxième question, c'est le contrôle. Le contrôle aux portes d'entrée, donc il faut renforcer les contrôles. Et ce qu'on vient de voir sur la prison de Fresnes, évidemment, est inacceptable parce qu'on n'a plus de... On se pose des questions sur le sens de la peine. Si effectivement en prison on peut continuer les trafics, on peut téléphoner à l'extérieur, on peut organiser des réseaux, effectivement le sens de la peine est remis en question. Donc il faut sécuriser l'ensemble des établissements pénitentiaires avec des portiques nouvelle génération, avec des scanners, avec des brouilleurs pour empêcher les détenus de téléphoner. Il y a un sujet majeur, il y a les narcotrafiquants, mais d'une manière générale, il y a également la sûreté de l'ensemble des établissements pénitentiaires parce que ça devient inacceptable. On se pose des questions sur le sens de la peine. La prison écarte, mais elle doit également prévenir de la récidive et dans ce cadre-là, on ne peut pas le faire. On reste ensemble toujours, encore une fois. Oui, bien sûr. Et puis moi, j'en ai une aussi pour vous. On a les sous? On a le budget pour réaliser un tel projet, en plus pour l'été 2025? Je ne suis pas certain que ce soit extrêmement coûteux. D'accord. De prendre. Je parle sous votre contrôle, monsieur le directeur, monsieur le maire d'Alençon. Il y a environ 185 à 200 lieux de détention pénitentiaire en France. Il doit y avoir une grosse dizaine de centrales.
ça ne changera pas financièrement beaucoup de choses. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous êtes candidat à Alençon pour accueillir dans les quartiers sécurisés de la prison qui est chez vous, finalement les personnes les plus, peut-être les plus dangereuses, celles qui ont le plus de relations? Est-ce qu'en tant que maire, vous vous dites, c'est quelque chose que je peux faire, que je dois faire? Alors, c'est pas moi qui prendrai la décision, évidemment. Bien sûr. Mais l'établissement qui existe, vous savez, j'étais à l'origine de cet établissement lorsque j'étais à l'administration pénitentiaire, j'étais au ministère de la Justice. J'avais proposé effectivement de construire des maisons centrales de haute sécurité. Donc, on en a fait 2 à l'époque. C'était la décision avait été prise en 2001. On l'a inauguré en 2013. Et j'avais proposé au garde des Sceaux, Monsieur Urvaz, de créer des quartiers spécifiques pour prendre en charge les détenus radicalisés, les détenus les plus dangereux. Ça a été fait et on les a affectés à la maison centrale d'Alençon qu'on est sur ça. Donc, bien évidemment, si on trouve des places, on peut le faire. La logistique est là, la sécurité est présente et l'établissement serait bien évidemment adapté pour accueillir ce genre de détenus. Mais je rappelle également que les maisons centrales héberge les condamnés. Donc il faudra revoir la réglementation pour pouvoir y mettre également certains prévenus en accord avec les juges d'instruction et en accord avec les autorités judiciaires. Mais la guerre contre les narcotrafiquants, elle est indispensable. Même pour nous en tant que maire, quand je vois les dégâts que le trafic de drogue font dans les quartiers, eh bien, cette guerre déclarée par le gouvernement, moi, je suis extrêmement favorable entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Oui, il faut déclarer la guerre à tous ces trafiquants qui minent nos quartiers et qui minent également les prisons françaises. Est-ce que Gérald Darmanin est venu vous visiter il y a quelques heures, quelques jours ou pas? Non, il était venu Est-ce que vous êtes candidat, il y a en fait 2 ans avec Jean Castex pour signer le contrat de sécurité intégré. Moi, simplement, je vous dis une chose. Je suis un social-démocrate, mais je sais que la sécurité est liée aux libertés. Et je vois les dégâts des trafics de drogue sur certains quartiers de ma ville. Donc oui, il faut déclarer la guerre. Et je vois également la contagion dans les prisons françaises, parce que vous avez des narcotrafiquants qui mènent des détentions, qui ont beaucoup d'influence et qui quelquefois favorisent la corruption au niveau de certains des agents les plus fragiles. Oui, c'est une guerre qu'il faut déclarer. Elle est importante pour nos libertés individuelles et pour nos libertés collectives. Christine Bannon a également une question, une réflexion. Non, plus une réflexion. Effectivement, je suis d'accord avec Monsieur le maire. Je ne vois pas, à part être dans une opposition politique dogmatique, comment on peut être contre cette volonté de faire une prison qui permette de sécuriser au maximum la population. Ça demande effectivement un peu de moyens. On connaît la capacité de conviction de Gérald Darmanin, qu'il a déjà prouvé pour obtenir les moyens qu'il désire quand il le veut. Donc je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Mais surtout, je voulais rappeler, vous l'avez évoqué, monsieur, le sens de la peine, parce que ceux qui nous regardent ne le savent pas forcément. Le sens de la peine, c'est quoi? C'est protéger la société et permettre la réinsertion de l'individu. Est-ce qu'on peut, en l'état, sachant ce que l'on sait, sachant les chiffres que vous avez rappelés, c'est-à-dire le nombre de narcotrafiquants qui continuent leur activité en prison, est-ce qu'on peut, en état, considérer que ces personnes sont détenues de façon à garantir la sécurité de la société et à permettre la réinsertion de l'individu? Non. Donc, il faut faire quelque chose. Donc après, je veux bien qu'on trouve toutes les raisons du monde pour expliquer qu'il ne faut pas le faire, mais enfin, à ce compte-là, on ne fait jamais rien. Donc, à part, encore une fois, être dans une opposition dogmatique, politique et par principe, c'est quelque chose, la lutte contre le narcotrafic devrait être transpartisan. A priori. Marion Van Rottergem ? Oui, moi j'aurais une autre question. C'est le ministre que j'ai entendu sur LCI face à Darius Rochemin disait aussi qu'il n'y avait pas besoin d'une loi pour instituer ce changement. Ça voudrait dire donc qu'il n'y a pas de régime d'exception, que ce n'est pas une procédure spéciale et qu'on ne peut pas parler de Guantanamo à la française comme ça a été dit dans les médias. Si ça n'est pas donc, s'il n'y a pas de régime d'exception, on revient à une procédure normale et dans ce cas, ça me semble extrêmement compliqué à organiser, parce qu'on l'a vu dans le reportage avec les histoires des gruyères, des téléphones cachés dans les paquets de fromage. Quand on est à ce niveau de caïd, de niveau de narcotrafiquant, on est non seulement un grand criminel, mais on est assez malin et assez bien organisé et on a une certaine capacité de réseau. Donc une inventivité aussi pour échapper à toutes les procédures de sécurité. Donc si on n'est pas dans le régime d'exception, comment est-ce qu'on
peut aménager une prison dans les normes, selon le droit commun, avec les moyens du bord. Alors, monsieur le maire, ancien directeur de prison. Je pense qu'il faut diversifier les prisons françaises. On ne peut pas les construire de la même manière. Il y a des prisons qui peuvent accueillir des détenus qui ont une détention courte à faire. Donc, on favorise vraiment la réinsertion avec des programmes d'insertion. Et moi, je suis même des programmes obligatoires d'insertion. J'avais fait une expérimentation à Fleury-Mérogis pour les courtes peines. Ça avait bien fonctionné à l'époque. Et puis, il faut effectivement mettre en place des prisons de haute sécurité avec les moyens actuels. Vous avez, par exemple, des portiques millimétriques comme dans les aéroports qu'on devrait renforcer dans les prisons françaises. Vous avez également, alors je sais que ce n'est pas toujours efficace, mais il faut mettre quand même des brouilleurs partout dans les prisons qui accueillent des détenus qui peuvent effectivement continuer leur trafic dans la prison, mais également vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a un travail à faire. Et puis, je le dis également, il y a le problème de la surpopulation pénale. Moi, quand j'étais député, j'avais demandé au garde des Sceaux de l'époque de construire rapidement 12 000 places. Je n'ai pas été écouté, honnêtement. Parce que quand vous mettez 3 détenus dans une cellule, les conditions de travail des personnels, elles sont très compliquées. Les conditions de détention des détenus également, les plus fragiles, est vraiment complexe. Vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille? Un jeune détenu s'est fait assassiner par un autre détenu parce qu'ils étaient 2 dans une cellule. Donc, il y a un problème quand même. Donc, il y a un plan Marshall à mettre en place pour construire de nouvelles prisons. Je sais que ça met du temps. Et puis, il y a des mesures d'urgence à mettre en place concernant les narcotrafiquants comme concernant les détenus qui sont hébergés pour des problèmes de terrorisme. Donc, il y a des mesures d'urgence, il y a des mesures à moyen terme qu'il faut mettre rapidement en œuvre. Alors, un autre ministre est sur le terrain et très proactif sur cette question, c'est Bruno Retailleau. Il est au Havre ce matin, en Seine-Maritime, le ministre de l'Intérieur qui consacre sa visite à la sécurisation du port et à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Bonjour Léonard Attal, et merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes sur le terrain avec Alice Chaumy. Il a des annonces à faire également, Bruno Retailleau, ce matin, non ? Oui, tout à fait. Bruno Retailleau a choisi le Havre pour communiquer sur les chiffres des saisies de drogue en 2024. Ici, au Havre, le Havre, une des principales portes d'entrée en matière d'arrivée de cocaïne en France. 45 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2024 sur l'ensemble du territoire français. C'est 2 fois plus qu'en 2023. Et rien qu'ici, au Havre, le 30 décembre, il y a eu encore une saisie record avec 2 tonnes de cocaïne saisie. C'est ce qui est venu annoncer Bruno Retailleau sur l'ensemble des stupéfiants. Il est venu annoncer ces chiffres, et ce n'est pas anodin de le voir sur le terrain alors que le texte sur le narcotrafic arrive au Sénat, au Parlement dans 2 semaines. Pas anodin non plus de voir les prises de parole de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau se multiplier, les déplacements des 2 hommes se multiplier aussi, alors qu'un proche de Bruno Retailleau me le disait ce matin, on va jouer à fond la carte du duo Retailleau-Darmanin. Il n'y a que comme ça qu'on peut être efficace, me disait ce proche du ministre de l'Intérieur. Être efficace, comprendre, faire adopter, trouver une majorité pour ce texte narcotrafic dont vous parliez sur votre plateau, mais aussi éviter la censure dans les prochaines semaines. Ce déplacement au Havre, enfin, c'est aussi un déplacement très politique puisque Bruno Retailleau a été accompagné ce matin d'Édouard Philippe. Il va déjeuner avec le maire du Havre à la mi-journée. Le maire du Havre, d'ores et déjà candidat, on le rappelle, pour la prochaine présidentielle. Merci Léonard Attal avec Alice Chaumy sur le terrain. Et merci beaucoup à vous, Joachim Pouéot, maire d'Alençon, ancien directeur des prisons de Fresnes et Fleury-Mérogis, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous. Allez, c'est l'heure du Qui a dit. Alors, qui a dit? Vous êtes prêts? Qui a dit quoi? Vous avez attendu ce moment tout le week-end, j'en suis sûre. Je ne me pardonnerai jamais cette décision parce que je sais que cela lui a causé une immense douleur. Marine Le Pen. Oui, exactement. C'est Marine Le Pen, la chef de file des députés du Rassemblement national, qui est revenue dans un entretien sur le site internet du JDD hier soir sur sa décision d'exclure son père, Jean-Marie Le Pen, du Front National en 2015. Et elle ajoute ceci: prendre cette décision a été l'une des plus difficiles de ma vie et jusqu'à la fin de mon existence, je me poserai toujours la question, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Ça vous inspire quoi ce matin? C'est très intelligent, c'est brillant. C'est brillant parce que tout à la fois, elle rompt et elle garde malgré tout le lien avec les origines. Donc on sait qu'il y a un problème pour elle entre
conserver le fond d'électorat du Rassemblement national, anciennement Front National, et marquer sa normalisation et donc sa rupture avec ce passé. Et je trouve, je ne peux pas savoir, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas si elle l'a fait exprès ou pas, mais je trouve que cette formule est assez brillante, parce que tout à la fois, elle se démarque en conservant le lien. Vous partagez? C'est brillant. Je suis d'accord avec Tristan, c'est intelligent, mais je ne suis pas sûre que ce soit seulement de l'intelligence. Je pense qu'il y a une vraie déchirure. C'est quand même un destin invraisemblable d'être la fille de Jean-Marie Le Pen, qui est un monstre, dont elle a réussi à se détacher. Et je comprends qu'à sa mort, il y a eu des ruptures, ça a été sanglant. C'est une famille où tout est sanglant. Elle se retrouve à l'enterrement de son père. Et forcément, cette douleur remonte, elle porte une culpabilité aussi. Et moi, je me suis souvenue, quand Jean-Marie Le Pen est mort, d'une interview que j'avais faite à Montretout avec lui. J'ai passé 2 heures avec cet homme, j'en suis pas ressortie intacte. D'abord, il était incroyablement charmant et drôle. Et je me prenais à rire, il me chantait des chansons, il me parlait en latin, il était extraordinaire. Et en même temps, il y a un côté monstrueux. Il faut rappeler, il y a eu des images qui sont ressorties de son interview avec Lionel Stoléru. C'est vraiment un profond raciste, plus de 20 condamnations, antisémite. Comment ? Plus de 20 condamnations. Oui, enfin il est monstrueux. Et donc je pense que c'est vrai. Vous avez raison, Tristan. C'est très habile de la part de Marine Le Pen d'essayer de réconcilier ces 2 électorats, le radical et le normalisé de la droite de gouvernement. Mais je pense qu'il y a au fond de cette femme qui a quand même vécu dans la violence, et dans cette famille folle, on se souvient de sa mère qui avait posé nue dans Loïc en soubrette uniquement pour contrarier son ex-mari, enfin qui n'était pas son ex-mari à l'époque, je me souviens plus. C'est vraiment un nid de contradictions, de douleurs profondes. Qui vous inspire et de manipulation. Moi, je ferai preuve de très peu d'angélisme sur le fait que c'est quand même une interview donnée à un journal du dimanche, à un journaliste. C'est pas non plus une confession dans le cadre de son salon à des amis. Comme vous l'avez rappelé, c'est une famille, on est capable de faire la une des journaux pour se venger. Non, mais on ne connaît pas dans la politique française récente d'autres dynasties de ce type-là, parce qu'il y a aussi la nièce, Marion Maréchal, même si le nom a été changé. Moi, je me souviens du communiqué, du tweet de Marine Le Pen, quelques heures après, en séparant bien le guerrier, la politique et papa. Et donc, il y avait ce mélange, et elle en joue effectivement, je suis d'accord avec mes consoeurs, elle en joue très habilement. Après, la question c'est, est-ce qu'au fond, ce décès change quelque chose pour elle ? C'est-à-dire, est-ce que ça, dans l'esprit des Français, il y a 2 hypothèses. Est-ce que dans l'esprit des Français, Jean-Marie Le Pen est en partie, au fond, ça coupe les liens avec l'histoire très sulfureuse et en partie, qui est détestable et en partie abominable du RN, et donc les Français vont se dire, bon, c'est un autre parti, en fait, c'est complètement autre chose, ou est-ce que une partie des électeurs ont encore le souvenir, parfois un souvenir intéressé sur Jean-Marie Le Pen? C'est très difficile de savoir aujourd'hui. Moi, je pense que ce décès ne va pas changer grand-chose, en réalité, dans l'histoire du RN et de Marine Le Pen, mais c'est vrai, elle en a joué très habilement. Allez, dans quelques instants, on se retrouve, on reparle des retraites. C'est le point phare problématique, certainement, pour François Bayrou, Premier ministre, qui écrit en ce moment sa déclaration de politique générale. C'est dans un tout petit peu plus de 24 heures. Tic-tac, tic-tac, et la pression, elle se fait de toutes parts alors qu'il essaye de se tourner vers la gauche pour obtenir sa mensuétude et s'éviter la censure. Que d'enjeux, quel mot choisir? Gel, abrogation, suspension. On voit ça ensemble dans un instant. Moi, j'entends la gauche dire il faut changer de modèle, il faut abroger la réforme des retraites. Comment faire pour financer les retraites? Je vous pose Comment la question. faire? Une réforme qui n'est pas acceptée par la société, eh bien, elle doit être remise en discussion. Pardon, mais dans l'immédiat, personne ne comprend plus rien, à la fois ce que souhaite faire le gouvernement et à la fois ce que réclament les socialistes. On en reparle? Oui, on en reparle. Allez, à tout de suite. On attend l'abrogation de la réforme des retraites. Vous le savez, nous, on est pour une retraite à 60 ans, 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, et puis après, jusqu'à 62 ans, 42 annuités. Mais très honnêtement, je pense que demain, ça va être un grand numéro d'équilibristes. Le Premier ministre va essayer de plaire à la fois au Parti socialiste et au Vert, et à la fois au LR. Comment on fait pour financer
d'un niveau de pension pour pas avoir dans le futur des pensions qui s'écroulent. Je vous rappelle que notre système de retraite est déficitaire à l'heure actuelle. Et il va continuer à être déficitaire. Il faut faire un effort de financement et qu'on est prêt à étudier toutes les pistes et qu'on n'arrive pas avec des méga lignes rouges. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'une réforme qui n'est pas acceptée par la société, eh bien, elle doit être remise en discussion. Voilà qui vous donne un tout petit peu l'ambiance. Recul sur les retraites ou censure. Le Premier ministre en ce moment est sur le fil à la veille de sa déclaration de politique générale face à la menace de censure. Il joue son va-tout côté gauche avec les retraites. Gauche qui rappelle le prix à payer. La droite qui dit ce sera sans nous potentiellement heure du choix, clarification, chemin étroit, discussion difficile. On en parle toujours avec Marion Van Ruttergem, avec Tristan Banon et avec Dominique Seux. Dominique, d'ailleurs, je m'arrête avec vous. On va regarder la petite infographie qui va bien avec les pistes du moment. Moi, j'ai envie de vous demander, selon vos informations, quel est le mot que peut choisir et que va choisir le Premier ministre pour demain ? Ce sera abrogation, ce sera suspension, ce sera décalage, ce sera gel ? Alors, ce sera certainement pas abrogation. Entre pause, suspension, gel, ça peut hésiter. Mais l'important, c'est quelle est la proposition qui est, à l'heure où nous parlons, ou plutôt hier soir, selon nos informations, qui est sur la table. Ce qui a été proposé par le ministre de l'économie aux députés socialistes, mais ce sont les députés du groupe majoritaire, enfin non, pas majoritaire, ex-majorité macroniste qui en parlent, qui ont reçu cette description. C'est une suspension en 2026, à partir du 1er janvier 2026 à 63 ans. Pour des raisons qui sont techniques, qui sont il faut 6 mois pour que le système de retraite intègre une décision politique, parce que ça concerne quand même la vie des gens. C'est-à-dire, vous partez pas, etc. Et donc, l'idée, c'est proposition de négociation entre partenaires sociaux, le patronat, les syndicats, et s'ils trouvent une solution alternative aux 64 ans, ça s'arrête à 63, voire ça redescend un petit peu. S'ils n'en trouvent pas, ça continue à monter. Ça, c'est la proposition importante sur les retraites. Mais vis-à-vis des socialistes, il y a 3 autres propositions qui sont des propositions fiscales et qui concernent le budget, qui sont sur la table et dans la copie budgétaire qui est évoquée ces heures-ci. C'est une taxe sur les transactions financières, qui était déjà en l'air, mais qui serait confirmée. Une taxe sur les rachats d'actions, des entreprises, des grandes entreprises qui rachètent leurs propres actions. Et il semblerait qu'il y ait confirmation d'une taxe sur le patrimoine des gens très fortunés qui logent une partie de leurs revenus non distribués dans des holdings. Vous savez qu'on en a parlé la semaine dernière. Donc ça fait 4 propositions qui sont faites au Parti socialiste. Il est néanmoins en discussion, peu probable que le Parti socialiste accepte une suspension en 2026 à 63 ans. Dernier point d'information, c'est qu'il paraît quasiment acquis, Marine Tondelier l'a dit hier, que les écologistes censureront le gouvernement, puisque leurs propositions vont bien au-delà. Et ils disent, on prend, mais de toute façon, ce que vous mettez sur la table est insuffisant, et ils veulent beaucoup d'autres choses. Donc je crois qu'on ne parle désormais plus que du Parti socialiste. Alors Stéphane Vojetta, merci pour les précisions Dominique. Stéphane Vojetta, bonjour, vous êtes avec nous, député Ensemble pour la République de la 5e circonscription des Français établis hors de France. Arrêtons-nous sur les retraites et uniquement les retraites. Le plan évoqué par Dominique Seux qui serait sur la table en direction de la gauche, du Parti socialiste, il vous semble acceptable, totalement inacceptable? Ce serait avec vous, ce serait sans vous? Pour simplifier, ce serait probablement sans moi, car je pense que vraiment autant je suis absolument en faveur de la stabilité politique et que l'on trouve une solution de compromis avec le Parti socialiste afin de pouvoir créer une coalition ou tout au moins un accord de non-censure. Et je suis d'accord pour aller faire des concessions sur certains aspects que vous avez évoqués, la taxation des très hauts patrimoines, pourquoi pas, taxation des transactions financières, pourquoi pas, on peut en parler. En revanche, je pense que sur ce qui s'agit des retraites, il y a un devoir de responsabilité. On n'est plus dans la politique, on est dans la responsabilité. Et il faut reconnaître, et il faut dire haut et fort que sur les 1 000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017, eh bien, la moitié, 500 milliards,
proviennent du trou béant de notre système des retraites. Il y a chaque année 70 milliards de cotisations qui manquent à l'appel, c'est à savoir on paye des cotisations, on paye des pensions pour 70 milliards de plus que les cotisations que nous collectons. Et donc chaque année, on creuse la dette de 70 milliards. On ne le dit pas assez. Et moi, ça fait c'est une situation que je trouve inacceptable, irresponsable du point de vue financier. Je veux protéger l'équilibre et la solvabilité de la France. Et pour moi, la priorité numéro 1, c'est d'abord de maintenir en l'état la réforme de 2023, tout en cherchant d'autres solutions afin d'arriver à un budget acceptable. Oui, mais vous entendez ceux qui disent que ce qui serait le plus irresponsable, c'est qu'il y ait une censure à nouveau? Vous entendez ceux qui disent, même si ça a un coût, faire des gestes suffisants en direction de la gauche, ça permettrait, de poursuivre le bail à Matignon pour François Bayrou, et deux, de faire exploser le NFP en vol et du coup de pouvoir discuter pour la suite avec le Parti socialiste et essayer d'acquérir quelques mois de stabilité gouvernementale. Vous l'entendez ça, que l'irresponsabilité c'est plus la censure que le coût d'une réforme des retraites ou d'une abrogation ou d'un gel ou d'une suspension? Mais je suis député des Français de l'étranger, je vis en Espagne, et il y a 15 ans en Espagne, je travaillais avec le gouvernement espagnol pour éviter l'intervention du FMI et la mise sous tutelle du pays. Moi, ce que je vois ces jours-ci, c'est que les taux d'intérêt remontent dans toute l'Europe, et en particulier en France, que la prime de risque remonte. Nous sommes observés. Chaque année, cette année en particulier en 2025, nous allons emprunter 300 milliards d'euros sur les marchés, et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la crédibilité que nous avons. Et je me poserai la question jusqu'à la fin. Effectivement, si on peut arriver à une solution dans laquelle on se donne 1 an pour trouver des solutions alternatives raisonnables, mais sur la base d'une compréhension réelle du problème et du déficit réel de notre système de retraite, pourquoi pas? En revanche, dire aujourd'hui on bloque, on gèle, on abroge, pour moi ce serait inacceptable et ça serait très probablement sans moi. On reste ensemble, mais Marion Van Rootegem, fine connaisseuse de l'Europe que vous êtes, ils vont nous clouer au pilori, nos voisins européens, l'Europe va nous clouer au pilori si on touche ainsi aux retraites, enfin si on touche, qu'on arrête d'y toucher, gel, suspension ou encore pire pour certains, abrogation. Ça participe quand même à la faillite du crédit français en Europe, c'est-à-dire que nous sommes le pays qui part à la retraite le plus tôt. Je rappelle que les Allemands, les Italiens, d'autres pays, c'est 67 ans, l'âge de départ de la retraite. La moyenne européenne, c'est 65-66 ans. Qu'est-ce qu'on fabrique avec nos 64 ans? On est ridicule, et ces 70 milliards de pertes dont le député parlait, je parle sous le contrôle de Dominique, il me semble que d'augmenter d'1 an l'âge de la retraite comme ça a été fait suffirait à combler ce déficit. Et alors il y a une autre question à laquelle personne n'a jamais réussi à me répondre. Je demande à mon cher voisin. Grosse Dominique, pression là, oh là là. Pourquoi parle-t-on de l'âge de départ de la retraite et pas de la durée de cotisation? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je trouve ça totalement illogique, sachant qu'on pourrait intégrer la pénibilité. Mais pourquoi on se fixe sur un âge, sachant que personne n'a commencé au même moment, et pourquoi on ne parle pas de la durée et du nombre d'années à cotiser? Alors, vous avez raison. D'abord, en France, on parle déjà des deux. C'est-à-dire qu'il y a l'âge, mais il y a aussi la durée de cotisation qui doit monter à 43 ans d'ici 2027 ou 2028. 43 ans, c'est beaucoup. Mais c'est vrai, vous avez raison. Un certain nombre de personnes disent, enlevons l'âge légal et augmentons la durée de cotisation, et chacun. C'est séduisant. Mais attention, il faut mettre le sous-titre dans cette affaire-là. C'est si on passe à un système uniquement de durée de cotisation, beaucoup de gens vont partir avec une retraite faible, en se disant je pars tôt, et donc grosse perte de pouvoir d'achat. Et pour équilibrer le système, il faut monter la durée de cotisation à 45 ou 46 ans. Ça veut dire que quelqu'un qui a commencé à 24 ans devra, grosso modo, vous faites 24 plus 45, ou 46, c'est-à-dire travailler jusqu'à 70 ans. Et donc, il faut avoir conscience que ce système est séduisant, mais il a des conséquences terribles sur le pouvoir d'achat. Alors, je retourne vers notre invité. Comment faire ? Yael Braun-Pivet, c'est que des injonctions contradictoires, parce que vous nous dites, moi, je suis opposé fermement à ce qui est en train de s'écrire. Yael Braun-Pivet, qui est quand même patronne de l'Assemblée nationale, soutien de la gauche en Macronie, pour mettre la réforme sur pause. On va l'écouter.
Moi, ce qui me convient, c'est qu'on rediscute. Après, il faut arrêter pour rediscuter avec un cycle très court de discussion, moi, je n'y suis pas opposée par principe. Mais ce que je veux dans ces cas-là, c'est que vraiment, on soit d'accord pour mettre vraiment les choses sur la table pendant ces 6 mois de discussion et que on s'engage tous à discuter par une réforme. Réellement et qu'on sorte des postures. Est-ce que trouvez que les socialistes justement... Alors nous, on a une petite passion pour les infographies pédagogiques. Alors regardez la petite balance là, ça a été concocté par Noé Gandillot. Hop, hop, hop. Regardez comme c'est compliqué là. Stéphane Vogetta, quand dans le même train, il y a Laurent Wauquiez dans Le Parisien qui dit ce sera sans la droite avec un tel scénario. On fait comment? Il fait comment François Bayrou qui vous regarde peut-être depuis son bureau et qui voit que l'un lui dit oui, l'autre lui dit c'est sans moi. Vous vous dites pareil, sans moi. Mais écoutez, moi je vous avoue, un a priori plutôt négatif sur ce gouvernement, sur la manière dont il avait été constitué. Je suis agréablement surpris de voir le dialogue qui existe actuellement entre notamment le ministre de l'économie et le Parti socialiste. Mais demain matin, nous aurons en réunion de groupe EPR, Ensemble pour la République, et la présence du ministre de l'économie et d'Amélie de Montchamin, la ministre des Budgets. Nous allons débattre de ces sujets et je serai extrêmement clair. Quant à moi, je ne parle pas de ligne rouge, mais je tiens absolument à ce que si on doit modifier la réforme de 2023, ce soit uniquement sur la base d'une éducation généralisée et d'une connaissance de cause des 70 milliards de déficit réel, car nous nous mentons à l'heure actuelle, nous nous mentons tous collectivement en ne reconnaissant pas la difficulté actuelle et la profondeur du déficit. Tout le monde fait semblant de penser que... Stéphane Vogetta, est-ce que vous pourriez même voter la censure, pardonnez-moi? En termes d'action politique, quand je me pose la question des moyens qui sont à ma disposition pour essayer d'appeler l'attention sur ce sujet extrêmement important et structurant, pour l'instant, je ne me prononce pas sur le sujet. Christiane Banon. La France est un pays compliqué à réformer et à diriger parce qu'on a d'un côté des politiques et des partis politiques qui veulent rester populaires. Alors effectivement, si on demande aux Français est-ce que vous avez envie de travailler plus longtemps, rares sont ceux qui vont se précipiter pour dire oui. Et de l'autre, on a des tenanciers de partis et des partis, des personnalités politiques qui se veulent être garantes du réalisme économique. Et il faut l'entendre aussi, comme l'a dit Dominique, on a d'un côté une nécessité de faire des économies. On est parti au départ avec la volonté qui me paraissait pas complètement démente de faire 60 milliards d'économies. Déjà, on a rabaissé nos prétentions à 50 milliards. Je ne sais pas si pour le futur c'est une bonne idée. Mais on a aussi la problématique de faire tenir un système. Et ce système des retraites, il ne tient pas en l'état. On n'a pas assez de travailleurs pour le nombre de personnes qui ne travaillent pas. Donc à partir de là, si l'objectif de M. Bayrou, c'est de faire l'équilibre entre les deux, en réalité, ça ne va plaire à personne. Et surtout, ça ne va, à mon avis, rien apporter d'efficace et de concret. Je finirai sur une chose. Il se dit dans l'entourage de François Bayrou que son discours de politique générale va être très écrit et peu concret. Je ne suis pas sûre que ce ne soit pas exactement l'inverse qu'il nous faille. Je remercie beaucoup Stéphane Vogetta d'avoir été avec nous, député EPR. Merci beaucoup des Français de l'étranger. On a compris votre position, elle est très claire. Merci à vous. Notez, chers téléspectateurs, ce petit rendez-vous. Que dis-je, que petit rendez-vous? Non, pas du tout. Grand rendez-vous. 19h, regardez, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et l'invité de David Pujadas. À ne pas manquer, c'est toujours très riche d'enseignements pour la suite. Il nous faut également parler des agriculteurs, parce que sur le front des agriculteurs aussi, François Bayrou, il concerte. François Bayrou attendu au tournant. Les 4 principaux syndicats sont reçus ce lundi matin à Matignon, ce lundi toute la journée d'ailleurs. Bonjour Mathieu Desmoulins. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va regarder ensemble les revendications qu'on a mises sur la table, qu'on a résumées des agriculteurs, des prix garantis pour leur production, un accompagnement des fermes face aux aléas climatiques. On a aussi une simplification administrative, une harmonisation des règles environnementales à l'échelle européenne. C'est clairement l'autre dossier chaud du Premier ministre à la veille de sa déclaration. Absolument, et François Bayrou le sait, il y a urgence à déminer, à rassurer les agriculteurs. Il y a les revendications, les demandes que vous avez résumées, ma chère Amélie, et puis il y a aussi tous les engagements qui ont été pris par les premiers ministres successifs. 4 locataires à Matignon en un an, on le rappelle, qui ont chacun fait des promesses aux agriculteurs, des promesses qui figurent pour la plupart dans le projet de loi de finances, le budget pour 2025, qui, comme vous le savez, est en suspens en ce moment à l'Assemblée nationale. Et donc, les syndicats, et notamment la FNSEA,
FDSEA, le syndicat majoritaire. Vous voyez d'ailleurs Arnaud Rousseau, son président, qui vient de sortir de Matignon après 1h15 de rendez-vous avec le Premier ministre. Ils attendent des garanties sur le fait que ces promesses seront bien tenues, promesses qui seront tenues, promet Matignon et l'entourage du Premier ministre, qui va recevoir aussi en ce moment les jeunes agriculteurs, puis la Confédération paysanne et la coordination rurale, les 4 syndicats représentés dans les chambres agricoles dans lesquelles se tiennent en ce moment les élections, avec cet enjeu qu'il n'y ait pas un nouveau front agricole qui s'ouvre, comme cela avait été le cas, on le rappelle, il y a un an avec Gabriel Attal, et qui viennent percuter de plein fouet cette semaine décisive avec sa déclaration de politique générale demain à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins avec Julie Janus à Matignon. C'est l'heure de la boîte à archives. Regardez, en janvier dernier, janvier il y a un an, l'image avait interpellé d'abord pour des raisons symboliques Gabriel Attal au milieu des bottes de paille dans une exploitation de Haute-Garonne, présenté en homme dénoueur de crise et au contact. Regardez, pas ce mois de janvier, il y a un an. Gabriel Attal le sait, il va devoir se montrer très convaincant. La mise en scène est soignée. Pour faire des annonces au monde agricole, quoi de mieux qu'une botte de paille en guise de pupitre. C'est un moment aussi agréable qu'ils ont passé avec nous. En agriculture, c'est comme en amour, il faut des preuves d'amour. On va y arriver tous ensemble. Merci à toutes et à tous. Bon, la séquence aujourd'hui, elle semble très loin. On a l'impression qu'il s'est passé énormément de choses, mais qu'en même temps, rien n'a bougé. C'est très particulier. Et puis, pas la même méthode au rendez-vous. C'est-à-dire que nous sommes au 4e Premier ministre depuis un an. Et c'est vrai que les interlocuteurs, quand vous avez une crise agricole, il faut savoir que 2024 a été la pire année depuis 40 ans, par exemple, pour les récoltes de blé. Et donc, évidemment, les revenus des agriculteurs, parce que tout le monde pense toujours aux grands céréaliers, mais enfin, c'est pas la moyenne des exploitations. Et donc, c'est vrai qu'il y a une colère. Modulo le fait quand même que les élections aux chambres d'agriculture ont lieu du 15 au 31 janvier. Nous sommes le 13. Donc, il n'est pas complètement illégitime et il est très compréhensible, mais je veux dire, intellectuellement, on voit bien ce qui se passe, qu'il y a un lien entre la colère manifestée par les agriculteurs et la concurrence qu'il y a entre les syndicats pour attirer les suffrages des agriculteurs. Marion Van Rooteghem, Tristan Oui, Banon. je pense qu'il y a en effet une collision entre ces deux agendas. Il y a celui de François Bayrou qui essaye d'apaiser les choses et ceux des élections des chambres syndicales où chacun essaye un peu de montrer les muscles et c'est tout à fait normal comme vous le disiez. C'est vrai que François Bayrou, par rapport dans toute cette succession de premiers ministres, a une forme de légitimité face aux agriculteurs que n'avait pas Gabriel Attal, qui avait besoin de jouer sur la botte de foin ou de paille. François Bayrou, c'est un enfant de la balle. Il est vraiment fils d'agriculteur. Il a été à la ferme quand son père est mort. Donc il parle le même langage qu'eux. Et pour cela, je pense qu'il a une forme d'atout pour se faire entendre des agriculteurs. Et Tristan Banon ? C'est un enfant de la roue. Oui, tout a un peu été dit. C'est vrai qu'on a l'impression que la colère ne faiblit pas. Effectivement, il y a l'agenda, mais il y a aussi le fait que les agriculteurs sont parmi les premières victimes de l'instabilité politique et gouvernementale de ces derniers mois. Donc la colère, elle est aussi légitime. Alors, tension avec l'Algérie, on en reparle dans un instant, puisque sur LCI, hier soir, Gérald Darmanin propose de supprimer l'absence de visa pour la nomenclatura algérienne. Regardez. Toucher les dirigeants, ou la plupart des dirigeants algériens, qui ont la position de décision d'humiliation. Comme l'a évoqué le ministre de l'Intérieur, ça me paraît plus intelligent, plus efficace, et ça peut se faire très rapidement. Alors, relation France-Algérie, le point de non-retour, peut-il être atteint? Est-il d'ailleurs atteint? Tout de suite. On se retrouve pour notre fait du jour. Relation Paris-Alger, atteint-on en ce moment un point de non-retour? Le torchon brûle entre Paris et Alger. Les relations déjà tumultueuses se sont envenimées encore ces derniers jours avec l'arrestation à Montpellier. On vous a beaucoup parlé de ce sujet sur cette antenne, d'un influenceur algérien, 59 ans, Doualem, après une vidéo sur TikTok. Il a été mis dans un avion jeudi pour l'Algérie. Immédiatement, l'Algérie l'a renvoyé. Nous en parlons avec vous, Pierre Vermeren. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Afrique du Nord et vous êtes l'auteur du livre L'histoire de l'Algérie contemporaine. Bonjour Raphaël Maillochon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes journaliste police-justice pour TF1 LCI et nous sommes toujours avec Marion Van Rooteghem, avec Tristan Banon et avec Dominique Seux. Avant de vous entendre, retour sur cette polémique importante avec Raphaël Redon.
La justice a tranché. Le TikToker surnommé Doualemn restera 26 jours supplémentaires en rétention. Ses avocats contestent ce choix. Cette décision est rendue dans une situation politique et diplomatique tendue et dont notre client fait les frais. Suite à l'aller-retour express de l'influenceur en Algérie, Bruno Retailleau avait dénoncé une humiliation de la part d'Alger qui avait refusé son expulsion. Dans la foulée, sur notre antenne, le ministre de la Justice maintient cette position. Aucun étranger et aucun Algérien ne doit pouvoir sur le sol français insulter, menacer nos concitoyens, menacer notre pays. La tension semble maximale entre les deux pays. C'est la trace d'une action à tout le moins encouragée, peut-être de loin, par l'État algérien. Après avoir été fustigé par le gouvernement français ces derniers jours, le ministre algérien des Affaires étrangères réplique dans un communiqué. L'extrême droite revancharde et haineuse et ses héros patentés au sein du gouvernement français mènent actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie. En réalité, le point de non-retour semble atteint depuis le 30 juillet dernier. Ce jour-là, Emmanuel Macron acte la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, alors que l'Algérie milite pour son indépendance. Alger dénonce une trahison et rappelle son ambassadeur à Paris. Et pourtant, le président français avait tout fait avant même son élection pour réchauffer la diplomatie entre les deux pays. En direct, à la télévision algérienne, Emmanuel Macron se positionne sur la colonisation française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face. En 2022, le président de la République tendait une nouvelle fois la main en prônant l'apaisement mémoriel. 3 ans plus tard, l'histoire franco-algérienne semble basculer du fraternel au fratricide. Raphaël Maillochon, pour commencer, la rétention administrative prolongée, après, il se passe quoi? Là, la France, elle est mains liées totalement jusqu'au 26 et ensuite... Ce qui se passe, c'est qu'à son retour en France, il a été placé donc dans un CRA, un centre de rétention administratif, au Mesnil-Amnaud, juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Il avait déposé un premier recours pour aller contre ce placement en rétention administrative, recours qui a été annulé hier par le juge des libertés et de la détention. C'est le procureur de la République de Meaux qui nous a fait savoir que cette mesure de prolongation dans ce centre de rétention administrative était prolongée, 26 jours supplémentaires. Au total, une détention dans un centre de rétention administrative, c'est 90 jours maximum. Ensuite, les autorités françaises peuvent une nouvelle fois le contraindre une nouvelle fois à le renvoyer en Algérie, à le remettre dans un avion sous escorte policière. Nul doute que pendant cette période de 26 jours, il va y avoir des discussions parce que son cas est à la fois un cas de droit, mais également, on l'a vu avec le sujet, un cas de diplomatie. Effectivement, on va s'arrêter sur ces points ensemble. Pierre Vermeuren, avons-nous mal traité cet homme? On se pose toutes les questions parce que l'Algérie nous fait une leçon sur les droits de l'homme, au passage, notamment estimant que le ressortissant n'a pas pu bénéficier d'un procès judiciaire en bonne et due forme qui constitue, là, je cite, un rempart contre l'abus de pouvoir. Est-ce que la France a manqué de respect à l'Algérie? Parce que c'est ce que dit l'Algérie. C'est une réponse à l'affaire Sensal. Parce que si vous voulez, l'Algérie a été accusée sur l'affaire Sensal de maltraiter à juste titre un des écrivains franco-algériens, si ce n'est l'Algérien le plus connu aujourd'hui. Et donc, retour à l'expéditeur avec cette affaire de droit. Faut rappeler que cette personne, que je ne connais pas bien sûr, mais s'est illustrée en appelant quand même à la violence contre les opposants, un opposant au président Tebboune, disons au régime algérien en Algérie, et que donc ce sont des pratiques qui ne sont pas en principe possibles librement. C'est un appel à la violence, et d'autre part ça s'insère dans un contexte, l'affaire de ces blogueurs dont on a beaucoup parlé, à juste titre, ça s'insère donc dans un contexte où apparemment il y a peut-être c'est très difficile de savoir comment ça se passe, mais manifestement il y a une offensive concertée. Alors peut-être que le but c'est de montrer que la France justement ne respecte pas, elle qui fait beaucoup de leçons, ses principes, mais en tout cas ce n'est pas en vain si vous voulez. Et d'autre part, c'est un ressortissant algérien et en principe un pays reprend ses ressortissants si on les
les renvoie chez eux, puisqu'il n'a pas la nationalité française. Alors arrêtons-nous sur un point important. L'Algérie, réaction du ministère des Affaires étrangères algérien. L'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation. Vous n'écartez pas la possibilité que, ne serait-ce que la présence et les interventions de ces influenceurs ces dernières semaines soient orchestrées en vue de nous déstabiliser par l'Algérie ? Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il ne faut pas perdre... Allons-y maintenant, parce que c'est un point central, visiblement, parce que vous le mettez sur la table. Oui, tout à fait, mais il y a deux choses, si vous voulez. Il y a d'une part l'attitude de l'Algérie vis-à-vis de la France. Il y a cette espèce de match permanent entre l'Algérie et la France qui se joue depuis 1962, avec beaucoup de crises à répétition, des tensions, des hauts, des bas. Là, on est vraiment dans un bas très grave. Et puis, il y a aussi les messages qu'adresse le régime algérien à ses propres ressortissants, en Algérie et surtout en France aujourd'hui. Parce que la situation a été reprise en main en Algérie après le Irak et après le Covid, mais l'immigration algérienne, notamment en France, puisque c'est là où elle se trouve en plus grande partie, elle est libre de s'exprimer. Alors aujourd'hui, elle a très peur parce qu'elle se rend compte que le plus connu des émigrés algériens en France, même s'il est nationalité française, peut être incarcéré sans autre forme de procès. Pour l'instant. Oui, il y a là quelque chose qui... Donc il y a les deux messages. Il y a le message de la France, on n'est peut-être pas au centre des choses autant qu'on le pense, et puis il y a le message à l'adresse des Algériens, et tout ça, bien sûr, là il s'agit d'un ultra-nationaliste, d'un ultra-patriote algérien. Quand on regarde ses messages sur les différents réseaux sociaux, il est dans une valorisation de toute l'histoire récente de l'Algérie, le culte des martyrs, des shahids, etc. Donc cet ultra-patriote, au nom de qui il parle? Est-ce que c'est lui-même? Oui, alors on se dit oui, c'est lui. Mais quand on se rend compte qu'il y en a d'autres à Brest, à Grenoble, etc., on se dit tiens, c'est quand même un curieux hasard à tout le moins. Alors, je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur cette déclaration de Gérald Darmanin sur le plateau d'LCI. C'était hier soir. Il a annoncé vouloir supprimer l'accord intergouvernemental franco-algérien. Ça date de 2013 et ça permet à la nomenclatura algérienne de venir en France sans visa pour circuler librement. On va réécouter le ministre de la Justice sur le plateau de LCI hier. Il y a notamment un accord de 2013, qui est un accord gouvernemental qui permet à ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, qui peuvent venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement. Je pense que toucher les dirigeants, ou la plupart des dirigeants algériens, qui ont la position de décision d'humiliation, comme l'a évoqué le ministre de l'Intérieur, ça me paraît plus intelligent, plus efficace, et ça peut se faire très rapidement. Cette mesure, elle serait vraiment plus efficace face à l'aggravation des tensions entre Alger et Paris ? Il y a deux mesures possibles qui sont évoquées régulièrement. C'est l'abolition de l'accord de 1968, qui a été revu 3 fois. Bon, ça dépend exclusivement du président de la République et ça concerne tous les Algériens. Donc c'est assez compliqué. Et puis il y a cet accord de 2013 négocié par François Hollande qui permet aux Algériens qui ont des passeports diplomatiques ou des passeports de service, bon il y en a beaucoup, puisqu'il y a l'ambassade, il y a la mosquée de Paris, il y a 20 consulats, etc., à tous ces diplomates de circuler librement entre la France et l'Algérie jusqu'à leur mort, y compris leur famille. Donc il y a toute une partie finalement de cette population, c'est peut-être pas un nombre très important, mais en tout cas c'est des gens importants qui peuvent circuler en dehors de tout visa et de toutes les contraintes qui s'appliquent à la population algérienne en général et à tous les détenteurs de passeports qui ne sont pas Schengen, voilà, et pour lesquels il faut un visa. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui dépend pour le coup des ministres, soit le ministre de l'Intérieur, soit le ministre de la Justice, puisque c'est lui qui en parle, et qui est une mesure d'ordre réglementaire, je crois, mais en tout cas qui ne nécessite pas une machinerie aussi importante qu'un traité international. Alors on va revenir sur l'accord de 68 également, qui est dans le viseur de pas mal pour essayer de faire face à cette tension entre les deux pays. Mais d'abord peut-être, est-ce que vous voulez vous arrêter sur cette déclaration de Gérald Darmanin ?